Parler des chiffres de l'économie française qui sont tombés ce matin, une croissance de 1,1% en 2016. La croissance est à zéro. Nous avons retrouvé le niveau de PIB avant crise, avant le Royaume-Uni. Sans croissance, la machine économique est bloquée. Pour cela, il faut recréer les conditions de la croissance. Systématiquement, la France a une croissance supérieure, une croissance qui repart. Mais c'est la croissance qui nous permettra d'y parvenir le plus sûrement. Et c'est pourquoi je proposerai à nos partenaires un pacte. Il m'emmerde avec cette croissance, comme si ça allait tout changer. À croire que notre vie en dépend, à croire que sans croissance, c'est la fin du monde. La croissance se mesure en pourcentage par rapport aux années précédentes. Si on a une richesse à 100 une année et à 105 l'année suivante, on a donc une croissance à 5%. Dans le discours public, dans le cas du PIB, on dit généralement qu'une croissance de moins de 2%, c'est une croissance faible, et de plus de 2%, c'est une croissance forte. La croissance du PIB est liée à deux types de croissance. La croissance démographique, si on est plus nombreux, on consomme plus et on produit plus. Donc on croît. Et la croissance de la productivité, si chaque personne produit plus que l'année précédente, alors on croît. Ces deux entraînent l'augmentation du PIB. La croissance augmente notre revenu, c'est plutôt cool. Mais ça augmente aussi notre volume de production. C'est sûrement moins cool. Quelles sont les conséquences d'une croissance forte et d'une croissance faible ? You live. You die. À court terme, la croissance forte, ça paraît super top. Les effets d'une croissance de 3 ou 4% se font ressentir très rapidement, comme par exemple la création de nouveaux emplois ou la diminution de l'impact du patrimoine. Dans le cas de la croissance démographique, si par exemple vous avez 9 frères et sœurs, vous allez plus prendre en compte votre travail pour vous enrichir que le patrimoine familial qui va être divisé en 10. Et c'est pareil pour la croissance économique. Si vous gagnez 2 fois plus que vos parents, le patrimoine familial va être moins important que l'ensemble de vos revenus et de votre épargne. C'est le bon côté de la croissance forte. Elle permet de répartir le patrimoine et d'éviter qu'il se concentre. Chaque génération peut se constituer son propre capital par le travail et non par le patrimoine accumulé des générations précédentes. La croissance faible, pour sa part, donne plus d'importance au patrimoine. Dans le cas démographique, un fils unique va recevoir le patrimoine de ses 2 parents. Donc le patrimoine de 2 personnes va se concentrer dans les mains d'une seule personne. Aussi, une croissance faible signifie une stagnation des revenus. Oui, parce que la croissance, c'est nos revenus. Et si on a une croissance faible, il n'y a pas d'augmentation des revenus. Et donc, ils stagnent. Le patrimoine, ou le capital, va avoir tendance à se concentrer. Et ses revenus aussi. Et donc, l'inégalité face au capital va augmenter. Et comme les revenus du travail ne vont pas ou presque pas augmenter, ils ne pourront plus compenser cette inégalité face au capital. Pour faire simple, on s'enrichira plus vite par la possession que par le travail, qui ne permettra plus d'acquérir du capital et de s'élever socialement. Au niveau mondial, pour garder notre situation dominante et notre place au G7, on n'a pas très envie que les pays émergents nous rattrapent. Donc c'est pour ça qu'on aimerait retrouver une croissance forte, pour être sûr qu'ils ne nous rattrapent pas trop vite. Voilà pourquoi tous les politiciens sont fans de cette fameuse croissance forte. Parce que c'est vendeur, parce que ça valorise le travail par rapport au patrimoine et ça maintient notre niveau de vie et notre suprématie mondiale. Et côté pile, ça donne quoi? Combien de temps faut-il pour doubler sa richesse avec une croissance de 2%? 108 ans? 50 ans? 36 ans? 22 ans? Plus bien la fille qui réflexion. La réponse est 3. 36 ans, soit une seule génération. Il y aura 2 fois plus de production quand vos enfants auront votre âge. À 1% de croissance, il faut 71 ans pour doubler sa production. À 6% de croissance, il faut seulement 13 ans pour doubler sa richesse. Et c'est pire sur de plus longues périodes. Une croissance moyenne décuple notre production, et donc notre utilisation des ressources naturelles et nos rejets de gaz à effet de serre. Ça veut dire que si on maintient 1% de croissance,
Mes petits-enfants produiront 2,70 fois plus que moi. Et pour l'an 3000, tu crois qu'on pourra consommer 3 fois plus ou 53 milliards fois plus de ressources naturelles? Et qu'on pourra rejeter 3 fois plus ou 53 milliards fois plus de gaz à effet de serre? Point gaz à effet de serre. On est obligé d'en produire, mais c'est pas grave car la planète peut le traiter. C'est le cycle du carbone. Mais pas tout. Et le reste est stocké, c'est ce qui réchauffe le climat. On en produit déjà trop, et la croissance en produirait encore davantage. Et en plus, il y a une autre épine dans le pied. Au niveau mondial, pour produire l'équivalent d'$1, on va émettre encore plus de gaz à effet de serre. Cela est dû au fait qu'on utilise de plus en plus d'énergie pour produire, comme les énergies fossiles, notamment le charbon. Les innovations vont plus dans le sens de la productivité que dans le sens de l'écologie. Donc, on veut produire plus de dollars, et chaque dollar nous coûte de plus en plus cher en réchauffement climatique. En 2016, on a atteint la consommation équivalente à ce que la planète peut renouveler en une année, le 8 août. Ça veut dire qu'après le 8 août, tout ce que l'on a consommé, on l'a puisé sur les réserves, le capital de la planète. La Terre n'a pas la même temporalité que nous. Et même, on peut se demander si une croissance à 1%, c'est pas déjà trop rapide quand la planète elle a besoin de centaines d'années pour régénérer des forêts, et même des dizaines de générations pour rétablir la population d'une espèce, ou encore des millions d'années pour recréer des paysages et des ressources fossiles. Et nos politiques veulent favoriser la croissance en stimulant la production. Les méthodes sont différentes, mais le but est le même: augmenter la production, la consommation et la croissance. Je ne comprends pas comment on peut défendre l'écologie et vouloir retrouver la croissance en même temps. Est-ce que c'est pas le système qu'il faut changer? Peut-on vraiment continuer à prendre des mesures pour retrouver une croissance forte? La croissance dure depuis longtemps, surtout depuis la révolution industrielle. La moitié est due à la croissance démographique, l'autre moitié à la croissance de la productivité. Du coup, sur une longue période, la croissance faible, on ne connaît pas. La décroissance, on ne connaît pas non plus. Comment imaginer une société en décroissance et comment limiter les inconvénients pour ne pas perdre en niveau de vie? C'est le défi majeur des prochaines années. Comment réduire l'impact et la concentration du patrimoine? Comment valoriser le travail par rapport au capital? Et là, il y a de vrais enjeux politiques et sociaux, avec de nouvelles solutions à trouver. Mais tant qu'on opposera écologie et enrichissement, on n'avancera pas. Un petit peu de croissance est inévitable, pour l'instant à cause de la démographie. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en contenter? Et même, est-ce qu'on ne pourrait pas compenser par une stagnation, voire une diminution de la production? Comment réconcilier notre niveau de vie avec notre planète, notre production avec notre environnement? Pour ça, il faut s'intéresser à la nature de la production. Et cette nature, le PIB, il s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est du volume.